Radioscopie. Radioscopie. Michel Foucault. Jacques Chancel. Michel Foucault, vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes philosophe, penseur, beaucoup disent que vous êtes l'un des plus grands penseurs de ce temps. Vous avez 48 ans, vous me le direz tout à l'heure, je vois votre modestie qui est mise à rude épreuve. Il est vrai en tout cas que vous êtes installé dans le savoir. Pour les étudiants, pour les humanistes, vous êtes celui qui a écrit, celui qui a parlé, quelle responsabilité. Moi ce que je voudrais savoir, c'est comment justement on arrive au savoir. Y a-t-il une démarche particulière? Arriver au savoir, vous savez, on est dedans. On est dedans. Moi, je dirais que, finalement, vous savez, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire appartenant, né dans la petite bourgeoisie de province, est-ce qu'on n'a pas été élevé, biberonné au savoir avant même l'école primaire, tout un milieu dans lequel la règle d'existence, la règle de promotion, c'était d'en savoir un peu plus que l'autre, d'être un petit peu meilleur en classe. J'imagine même de mieux sucer son biberon qu'un autre, d'avoir fait ses premiers pas avant un autre, etc. Le concours, la compétition, en faire un peu plus que l'autre, être le premier. Quelqu'un comme moi, on a toujours vécu là-dedans. Alors je suis pas arrivé au savoir, j'ai toujours été dans le savoir, j'y ai barboté. Vous avez eu de la chance. Est-ce que c'est de la chance? Et je vous dirais, si je dis que j'ai barboté dans le savoir, c'est dans la mesure où, au fond, j'aimerais plutôt essayer de m'en débarrasser. Mais comme il n'est pas possible de se débarrasser de son savoir, tâcher de trouver d'autres voies, de trouver la diagonale, de biaiser, de trouver enfin quelque chose qui ne fait pas partie du savoir, mais qui mériterait de faire partie du savoir. C'est un petit peu ça. Lorsque j'ai dit que beaucoup vous considéraient comme l'un des grands penseurs de ce temps, vous avez opiné de la tête, mais dans le mauvais sens, en étant surpris. Or, vous devez savoir, Michel Foucault, ce que vous représentez, ce que vous êtes. Du moins, si vous ne l'avez pas entendu, vous l'avez lu. Oui. Non, vous savez, je crois que ce qui se passe, c'est précisément un petit peu ceci. L'autre jour, quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Philippe Gavy, vous savez, qui est un des responsables de Libération, me disait, au fond, il y a quelque chose de curieux, c'est qu'en mai 68, il y a tout de même eu une grande révolte contre le savoir. Et ça a été l'insurrection du non-savoir. Et moi, je lui ai répondu non. C'est pas de ça qu'il s'agit, je crois même qu'il s'agit du contraire. Ça a été une révolte contre un certain savoir, qui était au fond en lui-même une interdiction de connaître un certain nombre de choses. C'est fou tout de même ce que l'enseignement, l'éducation, le savoir statutaire et institutionnel avant mai 68 était squelettique. Il fallait voir ce qu'on apprenait dans les universités. C'était moins que rien. Et en fait, ce que mai 68 a produit, ça a été, je crois, beaucoup plutôt une espèce de grande ouverture, écroulement des murs, destruction des interdits, mise entre parenthèses des barrières, et puis invasion par un nouveau type de savoir, de nouveaux contenus de savoir. Et ce qui fait que moi, je me sens pas trop mal à l'aise dans tout ça, c'est que je me suis toujours intéressé un petit peu au bas-côté, ou si vous voulez, au bas-fond. Fouilleur de bas-fond, disait Nietzsche. C'est un peu ça que je suis. Alors voilà, c'est trop occupé de la folie, mais de la folie même pas dans son sens noble. Non pas la folie dans son grand affrontement avec la raison, mais la folie quotidienne dans la manière dont elle est captée, disqualifiée, enfermée, méprisée, vilipendée. Voilà, méconnu surtout. Méconnu aussi. Alors bon, s'être occupé de ça fait qu'on se retrouve un petit peu comme dans sa patrie naturelle, dans ce qui se passe maintenant. Bien, je dirais pas du tout que je suis un grand penseur de l'époque. Simplement, les choses dont je me suis occupé depuis 15 ou 20 ans sont finalement celles qui maintenant remontent à la surface. J'étais dans ma cloche au fond de l'océan. Vous étiez en avance. En avance, non, j'étais en dessous. J'étais en dessous. Je me fais un peu l'effet du type qui aurait fait la plongée, qui était dans sa cloche entre sable et rocher. Et puis voilà que maintenant, la mer, les bas-fonds remontent et je me trouve presque à la surface de l'eau. Voilà.
Michel Foucault, vous avez dit un instant que vous aviez barboté dans le savoir parce que justement votre éducation vous avait entraîné à apprendre un peu plus que les autres qui étaient moins privilégiés. Alors avez-vous trop appris ou avez-vous mal appris? Je dirais les deux à la fois. Trop donc mal, mal donc trop. Non, je pense à ça parce que il m'est arrivé, j'ai eu pendant quelques années le privilège d'enseigner en Tunisie. Et là, j'ai eu devant moi, comme auditeur, comme étudiant, des gens qui avaient passé leur enfance dans un milieu réellement analphabète. Les parents ne savaient ni lire ni écrire, il n'y avait pas de livres dans la maison, il n'y avait même pas l'électricité, il n'était donc même pas question de travailler chez soi. Eh bien, ce que c'est que l'accès, disons, au savoir, pour des gens comme ça, nous ne pouvons pas le concevoir, nous qui avons toujours été nourris à ce petit savoir concurrentiel qui nous baigne, je crois, tous ou presque. Vous avez beaucoup de diplômes? Oh oui, je crois qu'on peut dire que oui. C'est encombrant un diplôme? Ou une musette de diplômes? Non, il y en a certains qui sont très très encombrants, c'est-à-dire ceux pour lesquels il a fallu vraiment travailler, c'est-à-dire ceux qu'on mérite. Ceux qu'on ne mérite pas, ils sont agréables. C'est les seuls dont on se souvienne avec plaisir. Mais ceux qu'on a vraiment mérités, après 2-3 ans de bachotage, alors ça c'est dur, parce que viennent l'éthique de style, s'imposent les manières de penser, les schémas tout faits, et de cela on a un mal terrible à se débarrasser. Mais que pensez-vous par exemple de ces enfants qui étaient doués et qui auraient pu faire une grande marche dans la vie, qui ensuite se sont arrêtés parce que, je pense aux paysans, ils ont été obligés de garder leur ferme, ou la ferme de leurs parents, ou je pense à des ouvriers parce qu'ils ont dû aller à l'usine. Ils étaient pourtant parmi les plus doués, et on peut s'apercevoir 20 ans après, lorsqu'on les rencontre, que leur intelligence s'est arrêtée au moment où ils ont arrêté leurs études. Oh là, je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, parce que, est-ce qu'ils n'ont pas au contraire gardé, eux, je pose la question. Oui, c'est ça, d'accord. Je pose la question parce que c'est le vrai parcours de l'intelligence. Oui, moi je dirais, mais vous les retrouvez précisément avec une intelligence vive, tranchante, non captée par l'institution, non prise dans les canaux ordinaires du discours. Et puis c'est eux, je ne dis pas que ce sont eux qui deviennent les responsables syndicaux, parce que on sait bien souvent comment ils sont recrutés, mais c'est eux qui, justement, au moment où quelque chose se passe, une grève, un conflit, etc., se lèvent et puis font la juste analyse, donnent la vraie consigne, proposent la vraie vision des choses, une espèce d'intelligence tranchante. Mais bien sûr, supposer qu'ils aient eu la chance, par le système des bourses ou que sais-je, de faire des études, bon, ils seraient comme moi, prof à droite ou à gauche, et ce qui serait très intéressant. Vous êtes favorable à l'enseignement? Pardonnez cette voix un peu trouée, mais... Non, mais je l'entends très bien. Est-ce que je suis favorable à l'enseignement? L'enseignement, là. Vous êtes un enseignant? Je suis un enseignant. Un minimum d'enseignant. Dans la mesure où, vous savez, j'enseigne dans un endroit, enfin je fais des cours dans un endroit très particulier, qui a pour fonction justement de ne pas enseigner. Et qui est le Collège de France. Oui, et ce qui me plaît justement là-bas, c'est que je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi je les sais et je vais vous les apprendre, et c'est le stade de l'obligation. Et puis, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez, et je vérifierai si vous les savez. Vérification. Enfin bon, toute une série de rapports de pouvoir qui sont mêlés à l'enseignement. Là, vous comprenez, au Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent. N'importe qui. Ça peut être un colonel en retraite, mais ça peut être un lycéen de 14 ans. Si ça l'intéresse, il vient. Si ça l'intéresse pas, il vient pas. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne, qui vient, et puis qui raconte comme ça, finalement, son travail. Il passe un examen. C'est son travail, il est payé pour travailler à longueur d'année, et puis 12 fois par an,
il vient donner en quelque sorte, dresser le bilan de son travail, le présenter à un auditoire, et puis c'est à l'auditoire de dire ou de montrer s'il est intéressé ou pas. En tout cas, moi, quand je vais faire mes cours au collège, j'ai le trac. J'ai le trac absolument comme quand je passais des examens, parce que j'ai l'impression qu'au fond, les gens, le public, viennent vérifier mon travail et montrer s'ils sont intéressés ou pas. Et s'ils n'ont pas l'air intéressés, je suis assez triste, vous savez. Michel Foucault, nous n'allons pas faire ici la réforme de l'enseignement. D'abord, nous n'aurions pas le temps. Mais en principe, à l'école, on oblige à apprendre. Et l'école, nous sommes tous d'accord, devrait être une fête. On devrait être content d'y aller, car c'est vraiment le terrain de la curiosité. Il doit y avoir donc des choses essentielles à apprendre. Quelles sont ces choses? En dehors de l'orthographe, de l'arithmétique, bon, je dirais la que la première chose qu'on devrait apprendre, si ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça, c'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Mais imaginez déjà ce que pèse le mot « savoir ». Oui. Lorsqu'on dit « savoir », c'est joli, mais lorsqu'on dit « le savoir ». Oui, c'est ça. Le besoin de connaître, c'est déjà... Les savoirs. Mais moi, je pense, n'est-ce pas, imaginez que les gens aient une frénésie de savoir, comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ben, ça serait le désastre social total. Il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido sciendie, comme disent les gens savants. Donc je ne suis pas. À votre avis, Michel Foucault, quelle est la responsabilité des parents dans justement cette juste connaissance des enfants? La responsabilité... Attendez, je ne vois pas très bien... Les parents ont une responsabilité dans le savoir de leurs enfants. Oui. Comment doivent-ils les aider? Car il y a et les parents et les enseignants. Oui. Là, vous me posez une question laquelle je ne vois pas très bien comment répondre. Moi, je crois que les parents donnent en effet aux enfants une véritable angoisse devant le savoir par l'intérêt même qu'ils portent au savoir de leurs enfants. Car dans ce savoir des enfants, ils y mettent leur propre gloire à eux, bien sûr, ils y mettent leur sacrifice, ils y mettent leur propre projet d'avenir, ils y mettent leur revanche également. Enfin, je crois que la pression que les parents exercent sur les enfants pour qu'ils sachent, cette pression est très très chargée d'angoisse. Et les enfants éprouvent en général cette angoisse. Les enfants perçoivent de façon générale très très rapidement l'angoisse des adultes. C'est la chose sans doute qu'ils déchiffrent le mieux. Et je crois que ça pèse négativement d'une façon très très lourde. Il faut une sanction tout de même, et cette sanction c'est le diplôme. Et comment faire autrement? Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. Ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir. Tous les gens qui passent un diplôme savent pratiquement que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de contenu, que c'est vide. Mais ceux qui n'ont pas passé le diplôme, c'est ceux-là qui donne un sens plein au diplôme. Et le diplôme, moi je crois, il est fait précisément pour ceux qui ne l'ont pas. Si vous n'aviez pas de diplôme, Michel Foucault, occuperiez-vous les places que vous occupez? Bon, évidemment... Non, car vous n'auriez pas été accueilli. Bien sûr. En principe, au Collège de France, on peut être professeur, même si on n'a pas le bachot. Au Collège de France, oui. Mais c'est absolument vain de dire cela, parce qu'en fait, comme vous le dites très bien, si j'avais pas de diplôme, eh bien, mon premier éditeur n'aurait pas accueilli mon premier livre.
et puis, etc., etc. On peut remonter indéfiniment, et puis je n'aurais même eu aucune possibilité d'accéder même aux matériaux que j'ai pu brasser pour écrire mes livres, etc. Vous avez toujours dit, et dès le départ, qu'il fallait s'interdire de penser en termes de bien et de mal. Aujourd'hui, où en êtes-vous de cette maxime? Elle est plus valable qu'autrefois? Tous les gens qui disent qu'il ne faut pas penser en termes de bien et de mal pensent eux-mêmes profondément en termes de bien et de mal. Oui. Nietzsche, bien sûr. Heureusement, il nous donne cet exemple. Qui, plus que Nietzsche, a dit ce qui était bien et dit ce qui était mal. De juste ou d'injuste, de vrai ou de faux, enfin, etc. Pas de manichéisme. Vouloir ne pas penser en termes de bien et de mal, c'est vouloir ne pas penser dans les termes actuels de ce bien-ci et ce mal-là. Voilà, c'est-à-dire déplacer la frontière, la rendre, pas simplement la déplacer pour la poser ailleurs, mais la rendre incertaine, l'inquiéter, la rendre fragile, permettre les passages, les osmoses, les transits. C'est cela, je crois, qui est important. Mais il n'est pas possible de ne pas penser en termes de bien et de mal. Il n'est pas possible de ne pas penser en termes de vrai et de faux. Mais il faut à chaque instant dire, si c'était le contraire, ou si c'était pas ça, ou si la ligne passait ailleurs. Voilà. Vous vous déployez toujours à la lisière du sérieux et du non-sérieux, et parfois il est difficile de vous suivre. Comment aimeriez-vous être suivi ? Écoutez, ça me rend un peu triste quand on me dit ça. Ce n'est pas du tout que j'ai l'intention d'être lu par des centaines de milliers de personnes, c'est pas ça le problème. Je voudrais simplement que quand on me fait l'honneur, le plaisir, etc., de me lire, on ne s'ennuie pas trop. C'est-à-dire, premièrement, qu'on comprenne exactement ce que je veux dire. Et je préfère, à la limite, en dire un petit peu moins que de dire quelque chose qui serait exactement ce que je voudrais dire, mais qui se trouverait n'être pas accessible pour telle ou telle raison au public. Et puis, je voudrais que les gens aient plaisir à me lire. Alors souvent, les gens me disent « vous faites des préciosités, vous écrivez avec une plume un peu entortillée, un peu précieuse, un peu baroque, tant pis pour moi. » Mais je ne nie pas que je veuille le faire. Enfin, je ne nie pas que je voudrais écrire de telle manière que les gens, en lisant, éprouvent un espèce de plaisir physique. Je dirais que presque c'est la politesse de celui qui écrit. Vous considérez comme un philosophe? Tout à l'heure, vous êtes éloigné du mot penseur. Oui. Non. Je ne dirais pas savant, parce que savant, ça a un sens très précis. Un homme de savoir, un homme qui manipule des savoirs, qui en fait apparaître, qui en disqualifie d'autres, qui se meut dans cette espèce de jeu du savoir. Vous savez, vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez peut-être pas été, comme je l'ai été au moment de mon adolescence, impressionné par un livre qui était le jeu de perles de verre, qui est tout de même... la grande épopée ou la grande mythologie de l'intellectuel du XXe siècle. Voilà, on est dans le jeu. Le problème, c'est de faire fonctionner ce jeu, savoir où on le fait fonctionner, sur quoi on l'articule, et si effectivement le jeu purement ludique auquel finalement on est voué peut tout de même communiquer avec un certain nombre de processus extérieurs au jeu, processus sérieux, processus historique. Voilà l'inquiétude et voilà le plaisir. Je voudrais quand même donner quelques titres de vos livres. Vous avez commencé avec l'histoire de la folie à l'âge classique. Puis il y a eu des livres importants, Les mots et les choses. Il y a l'archéologie du savoir, et nous avons parlé un instant du savoir. Il y a l'ordre du discours. Nous parlerons tout à l'heure de la punition. Surveiller et punir. Mais il y a quand même ce premier livre qui a sans aucun doute orienté votre carrière, c'est l'histoire de la folie. Pourquoi la folie? La raison, la déraison, je disais tout à l'heure le sérieux et le non-sérieux. Pourquoi la folie? J'aimerais vous interroger un peu sur le mot « pourquoi ». Vous refusez tout et vous acceptez l'absence. Et là, sont-ils absents? Ces gens qui, par milliers, et si on prend un déroulement historique par centaines de milliers, ont été bel et bien enfermés, sont tombés dans le trou, ils ont souffert, ils ont parlé, ils ont crié, ils ont gueulé. Bon, il s'est trouvé que pour des raisons biographiques, peut-être pas la nécessaire, j'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là, et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix.
Je dis quiconque, j'allais dire, à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, c'est pas du tout par agressivité contre eux. Je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus que la part intelligible ou inintelligible du discours. La forme cri, leur est devenue inaccessible par le filtre précisément de leur savoir institué, de leur connaissance. Michel Foucault, vous parlez de l'asile, vous parliez de l'asile à l'instant. C'est encore votre univers, l'asile ? Non, pas tellement, pas tellement. Je dirais que c'est là, peut-être à partir de l'asile, que m'est apparu un espèce de problème qui n'a pas cessé de me hanter, qui est, si vous voulez, le problème du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que la connaissance puisse fonctionner, ou si vous voulez, que l'on puisse découvrir la vérité, la réalité, l'objectivité des choses, sans mettre en jeu un certain pouvoir, une certaine forme de domination, une certaine forme d'assujettissement. Bon. Connaître et assujettir, savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées, et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur, dans l'asile, où là, le savoir médical, la connaissance apparemment sereine et spéculative du psychiatre est absolument indissociable d'un pouvoir extraordinairement méticuleux, savamment hiérarchisé, qui se déploie dans l'asile et qui constitue véritablement l'asile. Alors c'est là où ça m'est apparu. Puis vous avez souffert à ce moment-là ? Bah oui, oui bien sûr. Mais ça, c'est une souffrance qui suinte de tous les asiles. Et maintenant, voyez-vous, c'est une chose qui est connue absolument de tout le monde. Il n'y a plus qu'une arrière-garde de psychiatres à ne pas savoir quelle somme de souffrance ou de révolte porte le savoir-pouvoir qu'ils font régner à l'asile. Parfois, on fait du mot fou un mot ordinaire, et on devrait lui accorder une autre importance. Oui, en général, le mot qui me paraît le plus perfide, c'est pas le mot fou. Oui, bien sûr, vous avez l'usage courant, c'est un fou, c'est fou, etc., qui permet de disqualifier. Oui, parce que la folie, c'est déjà autre chose. Oui, mais si vous voulez, le mot est justement tellement galvaudé maintenant qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir en lui. Le mot que je redoute, moi, c'est malade mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage indécis dont on riait, qu'on excluait, qu'on disqualifiait, mais à la limite, si vous voulez, qu'on acceptait, qui faisait partie du plasma social, à partir du moment où cet individu a reçu un statut précis, il est devenu le malade. Et en tant que malade, il doit être respecté, mais en tant que malade, il doit aussi tomber sous un pouvoir qui est le pouvoir canonique et institutionnel du médecin. Et c'est là, c'est si vous voulez, le passage du fou au malade, qui est apparemment une requalification, mais qui, à un autre niveau, est une prise de pouvoir. C'est cela qui m'a intéressé. Michel Foucault, il y a tellement de choses à l'intérieur de votre tête. Il y a tellement de connaissances, et puis vous apprenez tous les jours, et vous avez des dispositions pour apprendre peut-être plus que d'autres, qu'à un certain moment, on peut avoir peur de soi-même. Non ? Ouf. Non. Il n'est pas difficile de faire la synthèse. Si, bien sûr, mais est-ce que je fais de la synthèse ? Je n'essaie pas de le faire et je ne voudrais pas précisément la faire. M'intéresse beaucoup plus ces fragments de savoir que l'on peut faire réémerger, auxquels on peut donner un sens politique actuel, que l'on peut faire fonctionner comme des armes. Un savoir qui serait en même temps une stratégie, un savoir qui serait en même temps une armure ou une arme offensive, c'est ça qui m'intéresse. La synthèse, reconstituer, si vous voulez, l'histoire de l'Occident, ou en décrire la courbe, ou en fixer le destin, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Mais qu'est-ce qui, finalement, dans le creux de notre histoire, dans la nuit des souvenirs historiques oubliés, peut-être maintenant repris, récupéré, tiré au jour et utilisé, alors c'est ça qui m'intéresse. Mais vous vous êtes beaucoup interrogé sur la naissance de la maladie mentale. Il y a une naissance. Ah bah, oui, enfin la naissance, justement, de cette
ensemble complexe constitué par une maladie, une forme de maladie considérée comme maladie mentale, une catégorie de médecins appelés psychiatres, une série d'institutions dans lesquelles vous trouvez, bien sûr, les asiles, mais aussi les instituts médico-psychologiques, mais aussi les cabinets de psychanalystes, mais aussi les cabinets de psychiatres, etc. C'est tout cet ensemble que j'appelle en gros la naissance de la maladie mentale. C'est de la folie comme institution, si vous voulez, dans notre société. Alors, faut-il tous ces établissements? Faut-il tous ces établissements? Il faut croire que ils ont été considérés comme nécessaires par notre société, parce que vous voyez quelle extension ils ont. Et ce n'est pas tellement... Bon, au départ, je me suis intéressé à l'asile, à ces hauts murs, à ces espaces tout de même très effrayants qui sont là, en général, à côté des prisons, au cœur ou à la limite des villes, espaces infranchissables, espaces trous dans lesquels on entre, mais dont on sort beaucoup plus rarement, et dans lesquels règne donc ce pouvoir sans doute attentif, sans doute méticuleux, sans doute garanti par la science, entre guillemets, mais enfin, qui représente tout de même, par rapport aux normes, règles du fonctionnement social général, d'extraordinaires exceptions. Bon, alors j'ai commencé par m'intéresser à cela. Puis finalement, ce pouvoir psychiatrique, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça, pouvoir psychiatrique, est-ce que ça perfidie, enfin, est-ce qu'il n'est pas d'autant plus puissant qu'il est plus insidieux? C'est-à-dire au moment où vous le rencontrez ailleurs que dans son lieu de naissance, lorsqu'il apparaît fonctionnant non pas dans son domaine normal d'ingérence qui est la maladie mentale, mais partout ailleurs. Le psychiatre à l'école, qui justement, lorsque un petit garçon ne réussit pas très bien ses examens, eh bien, vient fourrer son nez et dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Quel est le drame affectif? Quel est le problème familial? Quel est l'arrêt de développement psychophysiologique, psychoneurologique qui est à l'origine de cela ?» Bon, alors vous rencontrez le psychiatre. Problème sexuel de l'adolescent, qu'est-ce que fait la famille? Il envoie au psychiatre ou il envoie au psychanalyste. Un garçon commet un acte délictueux en prison, examen psychologique, il passe aux assises, examen psychiatrique obligatoire, etc. Alors la question posée, c'est peut-être sommes-nous tous fous? Non, le problème posé, c'est est-ce que tous les pouvoirs ne sont pas actuellement liés à un pouvoir particulier qui est celui de normalisation? Enfin, je veux dire, est-ce que le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas, à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général que vous trouvez un peu partout, dans l'institution scolaire, dans l'institution pénale, dans les ateliers, dans les usines, dans les administrations, comme sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de dominer et d'assujettir les individus. Autrement dit, la psychiatrie comme instrument général d'assujettissement et de normalisation des individus. Voilà un petit peu mon problème. Michel Foucault, il y a un autre travail où vous êtes penché et vous avez réussi. C'est un livre qui paraît chez Gallimard, Surveiller et punir. Et cette fois-ci, vous avez fait l'analyse des rapports entre les crimes des hommes et les méthodes employées par la société pour les punir. Alors, on peut se poser cette question, je crois qu'il est facile d'y répondre. Depuis quand punit-on? Depuis le commencement? Oh oui, depuis quand punit-on? On peut dire depuis le commencement, oui. Ça a été vraiment la première vertu. Défaut. La première vertu de punir ou d'être puni? D'être puni. Oui, si vous voulez. Oui. Non, enfin, en tout cas, on ne trouve vraisemblablement pas de groupes sociaux sans punition. Ce qui me paraît, en revanche, assez caractéristique de notre société, c'est la surveillance. Pour ça qu'à vrai dire, j'aurais dû appeler mon livre « Punir et surveiller ». La surveillance étant curieusement une des manières, je ne dis pas exactement de punir, mais de faire fonctionner le pouvoir punitif. Bon, parce que il me semble que dans la société, même encore au XVIIIe siècle, le nombre de gens qui échappaient effectivement aux lois sous le coup desquelles normalement ils auraient pu tomber était immense. Le pouvoir pénal, le pouvoir de punir était un pouvoir discontinu, lacunaire, plein d'alvéoles, plein de trous.
Ce qui explique d'ailleurs que lorsque, effectivement, on s'emparait d'un criminel, eh bien, les peines que l'on imposait étaient formidables. D'autant plus formidables que, justement, les autres couraient et qu'il fallait, comme on disait, faire exemple. L'effroi de la terreur devait compenser la discontinuité de la punition. Et il me semble qu'à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, on a cherché à avoir un pouvoir punitif. Il y a toujours le pouvoir dans ce que vous faites. Oui, et oui, toujours. Pouvoir punitif qui pouvait être plus doux dans la mesure même où il était plus continu et où, en principe, personne n'échappait. Oui, mais la punition a été une nécessité tout de même. Oui. Pour ne pas faire n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Elle était reçue de cette manière dans les temps anciens ? Aujourd'hui, on a l'air de considérer presque mieux le truand que la victime. Non, oui, peut-être. C'est-à-dire que je crois que ce qui s'est passé, je comprends maintenant mieux votre question, c'est qu'en effet, c'est maintenant qu'on a une très très grande difficulté à punir. Autrefois, ça ne faisait aucun problème. Non, on ne se gênait pas autrefois. Ni moral, ni politique à punir. En revanche, maintenant, un magistrat, bien sûr, les juges, ils punissent lourdement. Bon, mais si vous essayez de leur demander pourquoi ils punissent, comment ils justifient le fait de punir, c'est rarement justement en termes de châtiment, c'est jamais en termes d'expiation qu'ils vont vous l'expliquer. Ils vont vous dire que s'ils punissent, c'est finalement, bien sûr, pour faire exemple, mais surtout pour corriger, pour améliorer. Ils se prennent pour des techniciens du comportement, en quelque sorte. Le comportement de l'individu puni, qui, en principe, doit, au terme de sa punition, être amélioré. Correction également du comportement des autres, qui, par cet exemple, doivent comprendre que leur intérêt n'est pas de commettre une action de ce genre. Donc, le magistrat n'est pas, si vous voulez, l'agent de la souveraineté, du souverain qui fait expier un crime. Il est le technicien du comportement qui doit mesurer la peine à l'efficacité correctrice qu'elle aura sur le coupable ou sur d'autres. Et du coup, vous voyez bien qu'il ne punit pas. Il dit « je corrige », c'est-à-dire « je suis une sorte de médecin ». Mais dans cet ouvrage « Surveiller et punir », Michel Foucault, tout commence dans l'horreur parce que il y a ce récit au départ du long supplice de Damien, le régicide. C'est tout de même inouï qu'on en arrive là. Bon, il avait tué, peut-être mérite-t-il d'être tué, mais être tué de cette manière. Et le spectacle était quand même au moment du supplice, et le spectacle était fait de spectateurs qui étaient heureux. Alors, les spectateurs pourraient-ils aujourd'hui encore manifester un tel bonheur dans un cas difficile ? Ah, vous savez, c'est un problème très difficile à résoudre. C'est une question grave que vous posez là. Il est absolument certain que si, au fond, on laissait, les choses étant ce qu'elles sont, et la société étant ce qu'elle est, si on laissait en quelque sorte les punitions au libre arbitre et à la libre volonté de ce qu'on appelle l'opinion, ça serait, je crois, terrible. Ça serait terrible. Moi, j'ai un souvenir précis, purement anecdotique, si vous voulez, mais il y a eu un meeting il y a 2, 3 ou 4 ans, je crois, à la porte de Versailles, à propos de la peine de mort. Et j'y suis allé avec un certain nombre d'amis à moi, dont la plupart sortaient de prison. Et on a été prendre un verre avant le meeting dans des cafés. Et on a interrogé comme ça les patrons de café, les serveurs, les filles qui étaient là. Et la réponse, enfin, ils ont parlé du meeting et tous ont dit un meeting contre la peine de mort. Mais enfin, tous ces gens qui prennent leur sac à main aux petites vieilles, tout cela, il faudrait les guillotiner. La mort pour tout le monde. Et ce n'était en quelque sorte qu'un cri général tout autour de ce meeting qui réunissait pourtant des milliers de personnes qui cherchaient, qui revendiquaient, qui demandaient une mort pour une mort. Oui. Alors, je crois que très profondément, si vous voulez, on peut dire, je crois, ceci, c'est que le système pénal tel qu'il fonctionne n'est absolument pas accepté. Il n'est accepté par aucun bout, je dirais.
Il n'est ni accepté par ceux sur qui il pèse, mais il n'est pas accepté non plus par les autres. C'est vraiment un appareil administratif que la conscience sociale n'a absolument pas intégré et assimilé depuis 150 ans, 175 ans maintenant qu'il existe. Oui, mais Michel Foucault, depuis le supplice de Damien le régicide, il y a tout de même progrès, et grand progrès. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez me faire dire qu'on ne supplicie plus maintenant? Eh oui, on ne supplicie plus maintenant. C'est vrai, on ne supplicie plus dans le système pénal. Mais enfin, vous savez bien que les supplices se sont déplacés maintenant. Et que la police, qui est également une institution nouvelle, qui date justement du moment où les supplices ont disparu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la consigne a été non plus quelques grands supplices éclatants, et puis ma foi, les autres criminels, on les laisse courir, mais qu'elle a été tout le monde doit effectivement être puni de façon systématique, que chaque crime soit effectivement puni. À partir de ce moment-là, il a fallu que la justice se double d'une institution nouvelle qui a été la police. Or, la police, elle, pour savoir la vérité, vous savez parfaitement qu'elle utilise, et de plus en plus, des moyens qui sont des moyens violents. La police supplicie. L'armée, quand elle fait des tâches de police, comme ça a été le cas en Algérie, sous le commandement de Massu ou de l'actuel ministre Bijard, l'armée a effectivement supplicié. Donc vous avez eu un déplacement fonctionnel du supplice, vous n'avez pas eu disparition du supplice dans notre société. Il me faut bien reconnaître également, Michel Foucault, que l'Occident n'a pas le privilège... Bien sûr que non. De la Sibérie à la Chine, en passant par beaucoup d'autres pays, donc la punition... Alors on pourrait poser cette question, à certains cas, la punition serait-elle exemplaire ? Parce qu'on punissait de tous les côtés. Vous parlez de l'Algérie, de l'autre côté, ça n'était pas mieux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir justement que cette mécanique constituée par la surveillance, le quadrillage social menu, l'emprisonnement, soit dans des maisons de détention, soit dans des camps, soit dans des camps de travail, etc. Cette formule a été finalement et est actuellement reprise dans tous les contextes politiques et sociaux. Ça a été une si formidable invention et si merveilleuse qu'elle s'est répandue presque comme la machine à vapeur. Et on pourrait parfaitement suivre l'histoire, le développement historico-géographique de cette institution d'enfermement punitif qui est née en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui est devenue maintenant une forme d'encadrement général de la plupart des sociétés modernes, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient socialistes. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. Mais vous n'enlèverez pas de l'esprit des gens qu'un crime doit être sanctionné par des souffrances. C'est encore le cas aujourd'hui, hélas. Oui, mais encore une fois, ce qui me paraît... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ces gens qui disaient, mais comment on a volé, on a tué, il faut tuer. C'est ça. Non, mais ce que je voudrais faire comprendre, là j'ai peut-être pas été bien clair, c'est au fond de ceci, c'est que, en effet, lorsque les gens sont attaqués, lorsqu'on vient leur prendre leur argent, ou lorsqu'on vient buter un membre de leur famille, il est absolument évident que les gens demandent quelque chose, eh bien, que Nietzsche appellerait la vengeance. Mais ce qui n'est pas admis, et ce qui reste, si vous voulez, pour les gens comme une abstraction difficile à supporter, c'est que ce besoin de vengeance a en quelque sorte été confisqué par une forme de pouvoir politique et que tout le système pénal est maintenant greffé sur une forme générale de contrôle politique qui pèse sur l'ensemble de la société. Et c'est ça que ce besoin de réponse, ce besoin de vengeance, enfin si vous voulez, ce besoin de lutte contre celui qui vous a attaqué, ait été ainsi transféré à une institution sociale et à une forme politique générale dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas. Et ça, je pense... Michel Foucault, vous avez des enfants? Non, je ne suis pas marié. Si vous aviez des enfants et si on faisait du mal à votre fils ou à votre fille, si on la tuait ou si on le tuait, quelle serait votre réaction? Y avez-vous pensé en écrivant cet ouvrage, qui est une thèse importante? Oui. Je ne peux pas dire que j'y ai pensé.
Oui, mais vous avez pu penser à d'autres qui ont été dans ce cas-là, qui ont réagi. Absolument. Et là, je voudrais tout de même, peut-être mon livre n'est pas assez clair, mais Très clair, si. Ce livre n'est absolument pas une apologie du crime. Non, pas du tout. Au contraire, il me semble qu'il y a eu, depuis le début du XIXe siècle, toute une littérature que j'appellerais comme ça hâtivement bourgeoise, d'éloge du crime, une sorte d'esthétique du crime, l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Non, c'est plutôt une imagination de la peine. Et je pense que ça faisait partie justement du système de contrôle et d'oppression générale que cette littérature. Il me semble aussi, et c'est important, que la société moderne, la société du XIXe siècle, est arrivée à organiser véritablement et à aménager comme une plage libre pour la délinquance. Parce que les délinquants, finalement, c'est utile dans la société. Ça sert à tout un tas de choses. Et dans cette mesure-là, il y a eu une véritable tolérance de fait pour la délinquance, ou du moins pour certaines formes d'illégalisme. Donc mon livre ne doit pas être du tout considéré comme voulant dire c'est très mal de punir, ne punissons pas, puis si finalement quelqu'un en trucide un autre, donnons-lui une petite couronne. Non, ce que disait Michel Foucault, vous voulez simplement humaniser la punition. Non, je voudrais montrer que la manière dont on punit est actuellement liée très étroitement à une certaine forme de pouvoir et de contrôle politique qu'on trouve dans les sociétés capitalistes et aussi dans les sociétés socialistes. Et c'est ce qui fait que les gens, que ce soit dans les premières ou dans les secondes de ces sociétés, les gens ne supportent pas, ne comprennent pas, n'adhèrent pas profondément à ce système de punition. Bien que eux-mêmes souhaitent effectivement que des gens soient punis lorsqu'ils font un certain nombre de choses. Enfin, autrefois, la punition répondait à un goût de l'atroce quand même, parce que mettre du sel sur des plaies déjà béantes, non pas tuer mais écarteler, ça veut sans doute dire quelque chose. Bien sûr. Alors, là encore, comme... Est-ce de l'ignorance? Ah non, c'était pas de l'ignorance. C'était au contraire un rituel très très précis. Le rituel du bourreau. Qui était lié à une autre forme de pouvoir politique. C'était le pouvoir politique exercé au nom du souverain et autour, en quelque sorte, de la personne, et comme de la personne physique du souverain, et dans les monarchies de la fin du Moyen-Âge, XVIIe, XVIIIe siècle, tout individu qui enfreignait une loi atteignait la volonté du souverain, puisque la loi, c'était la volonté du souverain. Donc, il y avait un petit régicide au cœur du moindre des criminels. Et je crois qu'il faut considérer la grande cérémonie du supplice comme une sorte de rituel politique. Le couronnement du roi, c'était un rituel politique. Son entrée dans une ville, c'était aussi un rituel politique. Eh bien, les supplices, c'était une sorte de rituel politique beaucoup plus quotidien qui consistait à manifester la force physique, matérielle du roi dans tout son éclat et dans toute sa violence. Et le corps du supplicié devait montrer par ses plaies, les cris du supplicié devaient, dans ses hurlements, manifester la force éclatante du souverain. Mais Michel Foucault, si je vous comprends bien, je vous ai bien écouté, la punition, en fait, c'est l'affirmation d'un pouvoir. Or, il y aura toujours la punition, puisqu'il y aura toujours un pouvoir, et que le pouvoir est partout. Quels que soient les régimes, il faut un pouvoir. Absolument. Vous êtes pour une hiérarchie. Le problème est de savoir si le pouvoir est forcément lié à ces formes de hiérarchie que nous connaissons, ou même à la hiérarchie. Mais y aura-t-il un jour un monde où chaque citoyen sera libre de faire ce qu'il veut? Non. Donc les rapports entre individus sont, je ne dirais pas avant tout, mais sont en tout cas aussi des rapports de pouvoir. Et je crois, si vous voulez, s'il y a quelque chose de polémique dans ce que j'ai pu dire ou écrire, c'est simplement ceci, c'est que d'un côté comme de l'autre, on est, je crois, trop souvent amené à... On a été trop souvent amené à ne pas tenir compte de l'existence de ces rapports de pouvoir. Quand je dis d'un côté et de l'autre, voici à quoi précisément. Je pense, vous aviez, si vous voulez, la philosophie traditionnelle, universitaire, spiritualiste, enfin comme vous voudrez, dans laquelle les relations entre individus étaient essentiellement considérées comme relations de compréhension, relations, si vous voulez, de type dialogue, de type
verbal, de type discursif, on se comprend ou on ne se comprend pas. Bon. Et puis vous avez l'analyse de type marxiste, qui essaie de définir les relations entre les gens essentiellement à partir des rapports de production. Bon, il me semble qu'il existe tout aussi fondamental que les relations de pouvoir ou les relations de compréhension, tout aussi fondamental que les relations économiques ou les relations discursives, des relations de pouvoir, qui trament absolument notre existence. Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de pouvoir. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser, au contraire, confisquer par un pouvoir étatique ou un pouvoir de classe. C'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'éviter. En tout cas, c'est contre cela qu'il faut polémiquer. Faire apparaître les relations de pouvoir, c'est essayer, dans mon esprit en tout cas, de les remettre en quelque sorte entre les mains de ceux qui les exercent. Mais dans une société, l'équilibre est rétabli par qui? Par le dominateur ou par le dominé? Vous savez, les relations de pouvoir sont des relations stratégiques, c'est-à-dire que chaque fois que l'un fait quelque chose, l'autre fait en face de cela, déploie une conduite, un comportement qui le contre-investit, tâche d'y échapper, biaise, prend appui sur l'attaque elle-même, etc. Donc rien n'est jamais stable dans ces relations de pouvoir. Mais vous, Michel Foucault, vous faites terriblement confiance aux hommes. Vous estimez que l'homme peut devenir meilleur, et cela dans n'importe quel cas, même lorsqu'il a fait le pire. Devenir meilleur... D'abord, est-ce devenir meilleur? Bon, je vais dire une énorme naïveté, mais je n'ai dit que des naïvetés jusque-là, alors ça n'en fera qu'une de plus. Je dirais, devenir meilleur, peut-être pas. Il doit pouvoir être plus heureux. Il doit pouvoir majorer la quantité de plaisir dont il est capable dans son existence. Après tout, on n'a pas tellement de plaisir dans son existence. Et il faut le chercher bien loin, et c'est bien rare. Donc c'est un bilan pessimiste pour vous? Non, pas pessimiste, pour le diagnostic. Car vous parlez un peu de vous en disant cela. Oui, non, mais le diagnostic, si vous entendez diagnostic, par diagnostic, la description que l'on peut faire de la situation actuelle, je dirais que oui, je suis pessimiste, mais il faut être pessimiste, dans la mesure où il faut éventuellement noircir les choses pour rendre justement les tâches plus urgentes et les possibilités futures plus vives et plus claires. Michel Foucault, le penseur que vous êtes, parle de ses naïvetés. Lorsqu'il parle de ses naïvetés, c'est pour donner moins d'importance à ce qu'il dit? Non, alors là, je voudrais que vous me fassiez un petit peu confiance. Et quand je dis que je n'attache pas à ce que je dis ou que ce que je fais une importance très grande... Mais les autres y attachent de l'importance, et vous le savez quand même. Non, je ne le crois pas. En tout cas, alors là, ce sont des effets que j'appellerais justement de pouvoir ou des effets d'institution qui font que, bon, à cause de mon âge, à cause des livres, à cause de ceci ou de cela... De votre âge, vous avez quel âge? Vous avez 48 ans? Oui, c'est déjà pas mal. Non, mais en revanche, j'aurais la vanité de dire que les choses qui se passent et auxquelles j'ai essayé d'une manière ou d'une autre de me mêler sont, je crois, assez importantes. Moi, je me souviens quand on a commencé à s'occuper de la folie vers les années 1960, vous savez, on était un peu seuls. On était un peu seuls qui, effectivement, considérait que le pouvoir psychiatrique était quelque chose qui nous menaçait, même nous, gens normaux, dans notre existence quotidienne. Il y en avait très peu. Mon livre, vous savez par qui il a été retenu en France? Par Maurice Blanchot, par Barthes. Il n'y a pas eu un psychiatre pour s'y intéresser. Il y en a eu un jour qui s'est levé au cours d'une émission de radio pour me dire « Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'êtes pas médecin ». C'était le docteur Baruch. Les marxistes, il n'y en a pas un qui a parlé
de ce que j'essayais de faire sur la psychiatrie, sur la médecine. Pensez, quand on s'occupait de la plus-value, est-ce qu'on allait s'occuper de quelque chose d'aussi infime que la maladie mentale, la folie, etc. On se préoccupait de savoir si on pouvait utiliser Pavlov et les réflexes conditionnés en psychiatrie. Ça, c'était leur problème. Mais bon. Alors, si vous voulez, c'était des choses qui, à ce moment-là, étaient peu importantes. Et finalement, ça a été les antipsychiatres anglais, Laing et Cooper, qui ont effectivement fait passer dans l'actualité le problème de la psychiatrie. Puis ça a été les mouvements politiques d'avant mai 68 et surtout d'après mai 68. Alors là, je crois que cette lutte contre la psychiatrisation de notre existence est une chose qui est actuellement importante. Et dans cette mesure-là, je fais peut-être une affirmation vaniteuse. Mais ce que je fais là-dedans, ce que je dis dans ce processus ne me paraît pas, et là, croyez-moi, je suis honnête quand je le dis, ne me paraît pas d'une importance très très grande. Mais vous êtes conscient de faire quelque chose d'utile. Vous supprimeriez ma personne et mes livres, bon, ça ne changerait pratiquement rien. Oui, bien sûr, on en revient à la phrase, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais c'est une phrase également facile. Oui. Personne n'aurait existé à ce moment-là. Oui, oui. Mais enfin, moi, j'aime assez cette espèce de sentiment qui, pour moi, n'est pas du tout négatif, si vous voulez. J'éprouve presque un plaisir et un plaisir physique à penser que les choses dont je m'occupe eh bien, me débordent, passent à travers moi, qu'il y a 1000 personnes, 1000 livres qui s'élaborent, 1000 personnes qui parlent, 1000 choses qui se font et qui reprennent. Non, pas reprendre au sens de répéter ce que je dis, mais enfin, qui vont exactement dans le même sens que ce que je fais et qui finalement me débordent. Enfin, comme beaucoup d'autres, vous estimez avoir une place dans cet espace qui est le nôtre. Oui, oui, oui. Et par rapport à Roland Barthes, comment êtes-vous? Roland Barthes que j'ai reçu il y a à peine 8 jours. Bon, ça a été pour moi quelqu'un de très important, dans la mesure où précisément il a été vers les années entre 55 et 65, à une époque où il était très seul lui aussi. Il a certainement été celui qui nous a le plus aidé à secouer une certaine forme de savoir universitaire qui était du non-savoir. Bon, ceci étant dit, le domaine auquel je m'applique et qui est celui véritablement de la non-littérature est tellement différent du sien que maintenant nos chemins, je crois, ont passablement divergé, ou ne sont pas exactement sur le même plan. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a été très très important pour comprendre les secousses qui ont eu lieu depuis 10 ans. Il a été le grand précurseur, le grand prédécesseur. Michel Foucault, j'ai l'impression que maintenant vous voudriez vous débarrasser d'un grand fardeau de savoir que vous avez pour aller ailleurs. Vous seriez presque tenté de repartir à zéro. Tiens, c'est drôle ce que vous dites là, parce que c'est très vrai. C'est très vrai. Si vous voulez, c'est merveilleux. Dans la mesure où j'éprouve ce sentiment de plaisir à être débordé, à voir que ça va plus vite et plus loin que moi, oui, un très grand sentiment d'allègement, de liberté, et à la limite l'envie de prendre une demi-valise et puis d'aller ailleurs, ou bien pour ne rien faire, ou bien pour faire toute autre chose. Oui, ça absolument. Mais c'est ailleurs. Vous êtes un formidable diagnosticien. Mais c'est ailleurs, vous l'avez déjà fixé? Non, pas du tout. Pas du tout, peut-être je le ferai pas, peut-être je resterai piétinant dans mes histoires et à me battre contre ces normalisations qui nous enserrent. Peut-être parce que je suis normalisé, et plus que je ne le crois, plus que je le veux. Nous avons beaucoup parlé du pouvoir, mais vous admettez le commandement? Vous aimez à être commandé? À être commandé ou à commander Ou à commander. Vous avez posé la question, donc vous aimez commander. Oui, enfin, moi, quand je vous disais tout à l'heure, quand on fait l'amour, c'est des rapports de pouvoir. Oui, tous les rapports de pouvoir sont tellement chargés d'érotisme. Alors là, c'est un domaine qui a été, je crois, très très peu étudié, qu'il faudra bien un jour essayer d'étudier. Ça fait tellement plaisir de commander. Ça fait aussi beaucoup plaisir d'être commandé, oui. Mais ça, alors, ce plaisir du pouvoir, bon, à étudier. Peut-on dire d'un homme, Michel Foucault, qu'il est trop intelligent? Oh, il l'est certainement pas assez, oh là là. Non, c'est pas ça qui... Non, vraiment pas. Merci, Michel.